20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili. Bonsoir, heureux de vous retrouver à la une des informés. Emmanuel Macron attendu à Beyrouth, la rentrée masquée à l'école, dans l'entreprise également, et ce drôle de Tour de France. Nos informés ce soir, Nora Hamadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine sur l'Europe le dimanche sur Arte, Véronique Reilsoult, la présidente de Denso Consulting, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Vous publiez chez Jean-Claude Lattès une enquête avec le député Éric Diard intitulée « Radicalisation au cœur des services publics », une enquête choc. Et vous, Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info, bienvenue à tous les quatre, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Emmanuel Macron, attendu donc d'un instant à l'autre à Beyrouth, s'est adressé aujourd'hui, en fin de journée, masqué sur Instagram, aux 12 millions d'élèves qui font leur entrée ce matin. Demain, c'est une rentrée un peu particulière, parce que le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger. Donc je compte beaucoup sur vous, dès demain matin, pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste, et aussi pour suivre ce que vos professeurs vous diront. Et je veux vraiment remercier l'ensemble de vos professeurs, tous les enseignants de France, pour leur mobilisation à cet égard, en plus de tout le reste. Ils ont été exemplaires dans cette période. Ah là donc, le président Emmanuel Macron, la rentrée demain. Nora Hamadi, cette communication masquée dans les jardins de l'Élysée, ça vous inspire ? Ça me donne pas du tout envie d'entrer. Tu vas plus aller. Ah non, mais alors, pas du tout envie. Alors déjà, on se demande véritablement. Non, mais vraiment. Pardon ? Vous n'êtes pas concerné, hein ? Non, je suis pas concernée. Non, ma rentrée scolaire, alors elle remonte à il y a quelques années maintenant, mais pour le coup, ça me donne vraiment pas envie de rentrer. Au-delà du fait que c'est un peu angoissant de voir tous ces gens masqués. Bon, ces élèves qui vont rentrer demain, qui vont avoir affaire en fait à leurs professeurs, qui, pour ceux qui sont à partir du collège de 11 ans, aussi obligés d'être masqués. Je n'ose pas imaginer quand on sait ce que ça représente pour un prof ou un pion, enfin les assistants d'éducation, de se battre pour les casquettes, ce que ça va être l'enfer de se battre pour ces masques. Donc honnêtement, ça donne pas envie de rentrer. Puis après, spécifiquement sur la communication du président de la République, bon, on se demande véritablement si ça fait pas un peu longtemps qu'il s'est adressé à des enfants. Bah, pourquoi vous dites ça, Gilles Bernstein, le président qui s'adresse aux élèves la veille de la rentrée? Pas grand chose à dire, ouais. Voilà, il s'adresse aux élèves, c'est logique, il le fait sur les... C'était quoi, c'était sur Instagram? Instagram. Il faut parler aux jeunes directement. Oui, s'il le fait dans le pèlerin, ça va pas beaucoup marcher, hein, donc... oui, après, il faut voir le message, hein, parce que faut l'écouter en entier, on n'a quand même pas le sentiment qu'il s'adresse à des enfants. Hein. D'accord. Par ailleurs, le fait qu'il soit masqué, que ne dirait-on pas s'il ne l'était pas? Il demande à tout le monde d'être masqué, lui l'est, ça me paraît la moindre des choses. Donc c'est l'exemple, Véronique Reilsoult, vous qui êtes une spécialiste des réseaux sociaux, ça cadre avec les jeunes, ça? Non, ça cadre pas avec les jeunes. Si, le support, ça va. Instagram, ça va. 97 000 vues, on peut dire, ça va. Je pense que si on décortique et qu'on regarde qui sont les 97 000 vues, il est peu probable que ce soit des enfants. Et en tout cas, certainement pas des enfants qui vont être réceptifs au message, parce que d'abord, c'est angoissant, et ensuite, c'est pas du tout des mots, et c'est pas du tout les préoccupations qu'ont les jeunes à la veille de la rentrée. On leur dit, il va falloir que je compte sur vous pour être responsable, pour accueillir les 400 000 enfants handicapés qui, eux aussi, qui est un sujet très intéressant. Pas là pour parler comme un enfant. Non, mais sans parler comme un enfant, on peut parler des sujets qui... Les présidents de la République, à ma connaissance, c'est un adulte. Le président de la République, il parle comme un adulte. Alors, c'est réussi, c'est pas réussi. Mais ça m'étonne qu'on s'étonne qu'il soit masqué et qu'il parle comme un adulte. Non, qu'il soit masqué, parce qu'il dit il faut porter un masque, c'est assez logique et cohérent, mais c'est plus que ce qu'il dit. Je ne sais pas si la veille de la rentrée des classes, un jeune qui va aller à l'école, est concerné. Henri Vernet, je ne sais pas si vous êtes aussi sévère que vos camarades. Un petit peu moins, parce que c'est un rituel. Jean Castex aurait pu faire le job. Jean Castex aurait pu faire le travail, non, sur Instagram? Non, c'est pas mal. Le président, il est là pour montrer aux Français, enfin, dans l'occurrence aux Français, puisque il est le chef de notre État, qu'il y a une empathie, qu'il est avec nous, qu'il est en quelque sorte dans la même galère, même si bien évidemment, c'est pas le cas au quotidien, mais qu'il partage les mêmes préoccupations. Donc c'est un rituel de s'adresser, de faire ainsi un message de rentrée. En revanche, je suis d'accord, c'est vrai que ce sont pas des mots qui s'adressent directement aux enfants.
enfants. Mais d'ailleurs, en réalité, ça s'adresse pas aux enfants. Pourquoi il fait ce message? C'est aux enseignants, c'est aux parents d'élèves. C'est pour bien montrer que nous vivons une rentrée qui est extrêmement spéciale, extrêmement difficile, qui est même anxiogène. Vous l'avez souligné à juste titre, on aura bien sûr, et peut-être qu'on en rajoute en effet avec ces masques à profusion et ces messages et ces mises en garde répétées. Mais cette rentrée, elle est là, et donc c'est une façon de dire bah oui, voilà, je suis avec vous, je suis là-dessus. Bah, c'est son rôle, c'est le rôle d'un chef de l'État. Alors, soi-disant, et moi je suis le premier à le reprocher, démiurge dans notre 5e République qui est pleine de rites et de sacres. Mais rentrée spéciale, écoutez ce que disait Jean-Michel Blanquer en Mayenne ce matin. Aussi normal que possible, a dit le ministre de l'Éducation. Normalement, il ne manquera pas d'enseignants dans les classes. C'est une rentrée qui est bien préparée. On a réussi d'ailleurs à la préparer malgré la crise sanitaire, c'est-à-dire que les concours ont pu se tenir, les recrutements ont pu se faire. Et par ailleurs, dans l'enseignement primaire, nous avons recruté plus de professeurs. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point, d'autant plus qu'on a des moyens de remplacement. Donc pour les quelques professeurs qui, parce qu'ils ont été définis comme vulnérables par leur médecin, ne pourront pas être là, leur remplacement aura lieu. Bien sûr, il pourrait y avoir telle ou telle exception à ce que je viens de dire, mais pour l'essentiel, la rentrée scolaire sera aussi normale que possible. Aussi normal que possible, Nora Madi. Je vous ai vu hocher la tête. Aussi normal que possible, vu les conditions sanitaires, vu les difficultés qui s'annoncent, vu que, prenons le cas juste de la Réunion, qui est aussi un territoire français qui a fait sa rentrée le 17 août dernier, on compte déjà plusieurs classes fermées pour cause de Covid. Voilà, il faut s'attendre à des établissements scolaires qui vont fermer. Les difficultés s'annoncent. Bon, pour avoir passé une partie de l'été avec des professeurs des écoles ou avec des professeurs de collège, de lycée, autant vous dire qu'eux sont aussi dans une angoisse absolue à l'idée de passer plusieurs heures par jour en fait avec un masque. Faut-il un jour avoir enseigné pour savoir que ça risque d'être extrêmement compliqué et que quand on enseigne, c'est au même titre en fait que quand on a une conversation téléphonique, on projette sa voix. C'est comme le débat qu'on avait sur est-ce qu'on doit avoir des masques sur des plateaux télé. Et c'est compliqué. Et là, franchement, ça s'annonce pas simple, et cette angoisse-là fait que plus la question des postes que Jean-Michel Blanquer soulignait, ça risque effectivement de provoquer en fait beaucoup de débats d'ici quelques jours. On va réagir avec Gilles Bronstein. D'abord le fil info, il est 20h10 sur France Info, c'est avec Emmanuel Langlois. Un peu plus de 3000 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures en France. Ce sont les annonces de Santé publique France. Un chiffre inférieur à ceux des jours précédents, notamment ce pic à plus de 7000 vendredi dernier. On compte une trentaine de décès de plus en 24 heures également. Le nombre de patients en réanimation est en légère progression. À l'avant-veille du procès des attentats de janvier 2015, la menace terroriste reste extrêmement élevée, affirme Gérald Darmanin, d'après le ministre de l'Intérieur, en déplacement au siège de la DGSI, la direction des services intérieurs. 32 attentats ont été déjoués en France depuis 2017 et plus de 8000 personnes sont fichées pour radicalisation à caractère terroriste dans l'Hexagone. Cette nuit d'enfer pour plus d'1 millier de voyageurs de la SNCF entre Biarritz et Bordeaux à cause d'incidents à répétition, dont une panne électrique près de Dax dans les Landes. Le train à bord duquel il se trouvait n'est arrivé finalement qu'en fin de matinée aujourd'hui à Paris, soit avec plus de 20 heures de retard puisqu'il était attendu hier à 16h20 gare Montparnasse. Une enquête interne est ouverte à la SNCF. La reprise du trafic sur la ligne Hendaye-Bordeaux est prévue pour demain à 5h. Et puis elle avait été suspendue au mois de mars à cause de la crise épidémique. La réforme des retraites se fera avant la fin du quinquennat. C'est ce qu'assure ce soir le secrétaire d'État chargé du dossier, Laurent Pietraszewski. Enfin, le cyclisme et l'Australien Caleb Ewan qui remporte de justesse la 3e étape du Tour de France, longue de près de 200 km entre Nice et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune de leader. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili. Gilles Bronstein, vous vouliez réagir à ce que disait à l'instant Nora Madi ? Parce que ça fait 2 fois que Nora dit le masque c'est compliqué. Mais bien sûr que le masque c'est compliqué. Mais que faut-il faire ? On a reproché, pour le coup, avec raison, au gouvernement d'avoir cafouillé sur le masque au début de l'épidémie. Là, tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que le masque c'est nécessaire. Je vois que des maires socialistes à Paris, écologistes à Lyon, tout le monde dit il faut le masque partout. Donc oui, les profs ils vont mettre des masques, oui, les élèves vont mettre des masques, mais qu'aurait-il fallu faire ? Je pense que le plus important pour la République, c'est que les enfants retournent à l'école, parce que la non-scolarisation
pour le coup, là, c'est vraiment une inégalité entre les privilégiés et les autres. Et là, la République ne ferait pas son boulot. Bah donc oui, on va aller à l'école avec des masques. Oui, c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord que c'est compliqué. Mais enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est quand même la moins mauvaise des solutions. Et la question, Henri Vernet, sur le masque dès 11 ans, pourquoi pas 6 ans? Cette question a tourné. Oui, mais alors là, on est vraiment dans les débats, les controverses de spécialistes. Mais bon, c'est pas nouveau qu'il y ait des controverses entre scientifiques, entre médecins. Rappelons-nous Galilée, c'est pas nouveau qu'on soit pas toujours d'accord sur des données scientifiques qui, a posteriori, paraissent évidentes. Donc ça, je trouve pas ça frappant. Je suis d'accord avec Gilles. Ce qui est important là, c'est que désormais, on a quand même une grande ligne qui est une ligne claire de la part de ce gouvernement, de la part d'autres gouvernements d'ailleurs en Europe. Mais parce que ce qui caractérise cette rentrée, justement, on a parlé de cette confusion et donc de ce côté, allez, on en rajoute un peu dans le côté anxiogène peut-être avec donc l'attitude du président de la République tout à l'heure dans son message Instagram. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la confusion à tous les étages. On voit bien qu'à tous les niveaux, ce qui va se passer, et Nora Madi a raison d'insister sur la grande responsabilité des professeurs, ils vont quelque part naviguer un petit peu à vue. Il y a une montagne de problèmes très concrets, très techniques qui vont se poser 10 fois par jour. Il y a également l'état dans lequel ils vont récupérer les gamins. Mais il faut avancer, évidemment qu'il faut avancer. Et c'est pas, un apanage de la France d'être dans cette espèce de navigation à vue. Quand on voit ce qui se passe en Europe, aujourd'hui c'est la confusion la plus totale. Les frontières s'ouvrent, se referment. La Belgique dit on veut pas des Français, les Allemands pareil, et puis d'un coup ça change. Bref, on voit bien que chaque pays, partout dans le monde, est placé face à ce défi du Covid et qu'on réagit un petit peu comme on peut. Là, désormais, il y a quand même au moins une espèce de ligne directrice qui est affirmée et qui est vers un principe de précaution assez fort. Je pense qu'on peut pas s'en plaindre. Navigation à vue et inquiétude des Français. Véronique Reilsoul, c'est ce que révélait ce matin dans le Figaro, mais sur France Info également. Notre enquête Odoxa d'Anso Consulting. Des Français inquiets, 8 Français sur 10 sur la situation sanitaire du pays, 8 sur 10 pessimistes sur l'avenir concernant la croissance et le pouvoir d'achat. Pas très gai, ce sondage de rentrée, mais il traduit une forme de pessimisme des Français. Il traduit une forme d'inquiétude forte. C'est pas la panique, mais c'est une forme d'inquiétude. Inquiétude sur les sujets sanitaires, inquiétude sur les sujets économiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est plus inquiet pour les autres que pour soi. C'est vrai pour la santé et c'est vrai pour l'économie. On pense que la France va pas forcément aller très bien, mais que nous-mêmes, ça va aller un peu mieux. Et puis, intéressant aussi de voir que plus on est jeune, moins dans le fond, on est inquiet. Il y a un vrai clivage d'âge qui s'effectue en cette rentrée. Mais globalement, on peut pas dire que ce soit la grande déprime, mais c'est pas non plus l'euphorie ou la panique. C'est globalement une forme de prise de conscience des uns et des autres qu'il va falloir se protéger. L'autre point aussi qui était intéressant dans ce sondage et qui rejoint le débat que vous aviez sur les masques. Oui, les masques ne sont pas un moment agréable, mais oui, les Français sont prêts à les mettre. 76% des Français qui disent « je suis d'accord ». C'est une très grande majorité. C'est beaucoup. Et non seulement d'accord pour mettre les masques de façon obligatoire, mais y compris à l'extérieur, qui est l'un des points qui fait plus polémique. Globalement, les Français, comme ils sont inquiets, sont prêts à accepter beaucoup de choses pour le moment, en tout cas, pour se protéger ou en tout cas se prémunir d'un reconfinement qui est le sujet qui terrorise les Français parce qu'ils se disent que en termes social, en termes sanitaires et puis surtout en termes économiques, ça serait une telle catastrophe qu'il faut tout faire et donc prêt à accepter des compromis et des moments pas forcément très agréables. D'un mot encore, Véronique Reilsoult, il y a l'adhésion de nos concitoyens que vous citiez, mais il y a quand même une frange un peu minoritaire, vous diriez radicalisée, c'est ce que vous dites ce soir, qui sont anti-masques à fond et ils le disent. Alors, c'est pas anti-masques à fond. Ceux qui sont vraiment anti-masques à fond, c'est vraiment une petite minorité. C'est plus des gens qui disent il faudrait un peu plus de discernement dans le choix de où on met le masque, où on ne le met pas. En particulier, c'est le sujet de l'extérieur qui pose plus de questions. Et on ne peut pas dire que c'est un mouvement de fond. Ça monte lentement. Même les groupes Facebook qui se créent petit à petit contre le port du masque n'ont pas non plus un engouement aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas tant de personnes que ça qui suivent, mais ça monte. On sent nettement que ça monte. Et puis surtout, on sent une tension importante dans les discussions qu'il y a sur les réseaux sociaux entre les Français et beaucoup de gens qui s'énervent très vite sur pourquoi est-ce qu'on met pas son masque au-dessus de son nez, c'est pas si compliqué que ça. Enfin bref, des discussions un peu tendues. Chaque Français concerné par ce qui se passe, le port du masque, la mobilisation contre le danger sanitaire. Écoutez ce que disait Gilles Legendre, là encore, président du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale, l'invité du 18-50 France Info. La vraie solution, il y en a deux. Il y a une solution médicale que nous attendons tous, un traitement et ou un vaccin, et
Et la solution, c'est vous, c'est moi, ce sont les auditeurs qui nous écoutent et qui, par l'acceptation, en effet, de comportements qui peuvent paraître contraignants, peuvent avoir la plus grande efficacité contre le virus. La solution, c'est vous, c'est moi, Nora Hamady. Oui, alors ça, c'est un peu facile. La solution, c'est vous, c'est moi, cette espèce on nous responsabilise comme d'un seul coup, en fait, c'est comme si d'un seul coup, il n'y avait aucune responsabilité collective, comme si finalement l'État, les États, la coopération internationale, en fait, n'avaient rien à voir avec cette sortie de crise. Donc, à un moment, ça va. Là, je rebondis sur ce que disait Véronique à l'instant. Effectivement, on voit bien qu'en fait, il y a des tensions sur la dimension d'acceptation sociale en fait des mesures. Quand il y a une volonté en fait de mettez un peu de discernement, faisons en sorte en fait d'avoir une intelligence collective, créons du commun, discutons et ne soyons pas juste en fait comme ce qui s'est passé pendant le confinement dans 135 € d'amende parce que vous n'avez pas votre attestation ou parce que vous n'avez pas bien mis votre masque, etc. Voilà, je pense qu'en fait il faut là aussi ne pas faire l'erreur qu'il y a eu pendant toute cette période, de ne pas infantiliser en fait les Français, les Européens. On voit bien que chez certains de nos voisins ça marche plutôt bien, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. Voilà. Mais vous dites quand même pas si mal en France, vous qui comparez effectivement. Mais oui, bien sûr que ça se passe pas si mal. Évidemment que ça se passe pas si mal. Oui. Voilà, donc en fait cette idée de renvoyer à la responsabilité individuelle, comme on l'a fait par exemple pour les plus jeunes cet été, qui ont voulu faire un peu la fête, qui ont voulu lâcher un peu du lest. Bon, il faut raison garder parce que je pense que la difficulté sinon c'est qu'on va faire monter cette dimension en fait de rejet dans l'opinion et ça va de toute façon poser encore plus de problèmes quand on sera amené au mois d'octobre, au mois de novembre à fonctionner confiné dans les entreprises, dans les restaurants si toutefois ils sont encore ouverts, dans les universités, dans les écoles et que là l'exaspération va faire que la violence va peut-être monter d'un cran. Allez, 20h20 sur France Info, c'est le fil info, le retour, Emmanuel Langlois. Comme il l'avait promis au lendemain des explosions du 4 août, Emmanuel Macron est de retour au Liban ce soir. Son appareil a atterri il y a quelques minutes à Beyrouth. Le chef de l'État qui vient tenter de résoudre une crise politique profonde et célébrer aussi le premier centenaire de la proclamation du Grand Liban. Il doit notamment saluer demain les opérations de déblaiement menées main dans la main par les militaires libanais et français. Un nouveau Premier ministre d'ailleurs au Liban un peu plus tôt dans la journée, près d'un mois après cette explosion. Diplomate peu connu, jusqu'ici ambassadeur du Liban en Allemagne, Moustapha Adib s'est engagé à former une équipe d'experts et de personnes compétentes, dit-il, capables d'enclencher des réformes longtemps attendues là-bas. La pré-rentrée des enseignants et des professeurs sur fond de Covid-19 en France, avant le retour en classe demain de plus de 12 millions d'élèves. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, assure que normalement, il ne manquera pas d'enseignants dans les classes ce mardi, jour de la rentrée. Et puis Lyon, qui généralise à son tour le port du masque. Il sera obligatoire à compter de demain pour les plus de 11 ans sur tout le territoire de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, où la mesure n'était jusqu'ici que partielle. Et comme à Paris et comme dans l'Hérault, par exemple, une tolérance sera accordée aux cyclistes et aux joggeurs. Port du masque obligatoire également à partir de demain dans les entreprises, partout en France cette fois. D'après une version provisoire du protocole sanitaire, des adaptations seront toutefois possibles en fonction de la circulation du virus et donc de la couleur des départements. Enfin du tennis, c'est Caroline Garcia qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. Elle a éliminé l'Italienne Jasmine Paolini en 2-7. La Française, 50e mondiale, aura fort à faire au prochain tour puisqu'elle défiera la tête de série numéro 1, la Tchèque Karolina Pliskova. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili. La situation est-elle clarifiée dans les entreprises? À partir de demain, nous allons écouter dans un instant Antoine Frérot. Allez, c'est le PDG de Veolia, invité de Jean Lémarie dans l'interview Écho sur France Info. Depuis le déconfinement, ils le portent dans toutes les circonstances et tout le temps au bureau et sur leur travail. Non seulement ils portent le masque, mais ils prennent leur température en entrant sur le lieu de travail et ils ont toujours le dispositif de test à leur disposition. S'ils souhaitent se faire tester, il est toujours à disposition. Et donc nous continuerons les mêmes dispositifs que depuis le 11 mai. Antoine Frérot donc le dit, il y a un dispositif déjà en place. C'est pas très clair sur les entreprises, Nora Hamady. Non, c'est pas très clair. D'ailleurs, on attendait la publication aujourd'hui d'un guide. Je rappelle en fait que l'obligation est prévue pour demain et que ce guide, il est
20h22, il n'a toujours pas été publié par le ministère du Travail. Donc il y a eu des annonces comme quoi il y aurait une tolérance pour cette semaine à venir. Mais bon, globalement, on les connaît, les mesures, et les entreprises ont quand même anticipé. Donc je pense que là-dessus, il faut là aussi fonctionner en bonne intelligence, en intelligence collective, et fonctionner avec les représentants du personnel et faire en sorte que ça se passe plutôt bien pour éviter, en fait, et on voit en plus que le télétravail continue dans les secteurs, en fait, qui le permettent. Donc bon, il n'y a pas de raison particulière que ça se passe mal. À mon avis, c'est plutôt l'école le point noir que l'entreprise. Oui, donc grosso modo, ce sera qu'en quelque sorte, Véronique Reilsoult, le masque partout, à quelques rares exceptions près, et ce protocole-là va être affiné et rendu public demain. Oui, c'est ça. Et globalement, il y aura peu de lieux où on l'aura pas. Donc, on va dire que le non-masque deviendra l'exception. Voilà, ça va changer. On va avoir une autre logique. Mais dans les entreprises, pour les 3/4, je rejoins Nora, c'est plutôt les écoles qui vont être un sujet. Parce que dans les 3/4 des entreprises, globalement, il y a déjà des précautions qui sont prises. Il y a déjà des distributions de masques. Il y a déjà du gel un peu partout. Il y a déjà des aménagements des espaces collectifs. Donc, globalement, voilà, avec beaucoup de bon sens, les gens arrivent à peu près à s'organiser. Oui, je vous invite d'ailleurs à consulter un autre site franceinfo.fr qui donne l'essentiel un peu de ce qui va se passer dans les entreprises, notamment un référent Covid dans chaque maison, si je puis dire, pour les travailleurs en extérieur, le port du masque nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'1 mètre. Le débat est-il apaisé à ce sujet, Gilles Branstein, à vos yeux? Sur le port du masque en entreprise? Oui, en entreprise, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand c'est un peu flou, certains demandent des choses beaucoup plus radicales, et quand c'est radical, certains demandent de la souplesse. C'est la vie, c'est comme ça. J'observe qu'après avoir dit que ça allait être pour tout le monde pareil à partir du 1er septembre en entreprise, Elisabeth Borne hier a dit qu'il faudrait être un petit peu cool, ce qu'a dit Nora tout à l'heure, qu'il faudrait qu'il y ait quelques exceptions. Voilà, j'ai pas l'impression non plus, comme mes camarades, que c'est en entreprise que ça va être le plus compliqué. Non, sauf que dans une société comme la nôtre, qui est actuellement tellement sous tension, tellement en ébullition permanente, là aussi peuvent quand même naître assez vite des conflits. Après, sur les exceptions, je trouve ça plutôt normal. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont quand même nettement moins touchés, voire qui sont classés verts. Bon, il est logique que c'est pas non plus la peine de s'y comporter avec une rigueur absolue sur un masque en permanence, etc. Donc c'est quand même normal que l'intelligence humaine, on puisse aussi lui faire confiance et qu'elle puisse s'adapter en fonction de la réalité du terrain. C'est clair que dans des départements... En entreprise, il n'y aura pas de sanctions. C'est-à-dire qu'autant on aura disait peut-être qu'il faut. Non, mais il peut y avoir des conflits. Ça, j'entendais tout à l'heure. Il peut y avoir un avertissement de la part du... etc. Ils naviguent, eux aussi, ils naviguent un petit peu dans le flou. Donc là aussi, il y a des attitudes, il y a des terrains à inventer, et c'est pas toujours si simple. Par ailleurs, à mon avis, ce qui posera davantage problème, c'est l'extension du champ du chômage partiel. On a vu qu'il y a un décret, donc qui vient d'apparaître, qui restreint le nombre de bénéficiaires de ce chômage partiel, donc d'exemption d'aller sur les lieux de l'entreprise. Là, ça s'est quand même beaucoup réduit par rapport au plus fort de la pandémie. Ça pourra donner lieu, parce que on peut penser que, par exemple, le fait que n'en soient plus désormais bénéficiaires les conjoints, enfin ceux qui vivent en tout cas avec des personnes fragiles, là, ça peut générer des difficultés. Véronique Reilsoult, vous qui êtes au contact des entreprises au travers Dentsu Consulting, vous diriez que le sujet est consensuel, le port du masque obligatoire pour tout le monde? Oui, globalement, d'abord parce que les 3/4 des entreprises, elles ont déjà anticipé, elles ont déjà consulté les syndicats, donc globalement, oui, il y a forcément des exceptions, oui, il y a forcément des tensions dans certaines entreprises. La différence, elle est plus la taille des entreprises, parce que une toute petite entreprise, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression qu'on se connaît, souvent on a des plus petits locaux, donc c'est peut-être là où on se relâchera plus facilement, et quelqu'un qui est un peu plus stressé par le sujet va peut-être se rebeller, mais globalement, on va dire qu'il y a un consensus, c'est plutôt bien organisé, et puis de toutes les façons, ça va dans le sens de l'intérêt des entreprises et des employés aussi, parce qu'on a envie que ça fonctionne et que l'économie redémarre, donc les uns et les autres appliquent avec beaucoup de bon sens les 3/4 des mesures. Gilles Branstein. Ce que j'observe avec un certain étonnement, et je voudrais bien l'avis de Nora qui connaît mieux nos voisins, c'est qu'on dit souvent que les Français sont rebelles. Voilà. Et j'ai constaté que les Français sont rebelles, n'acceptent rien, etc. Rétif à l'autorité. Là, ce que je constate, c'est qu'il y a combien 300 000 personnes à Berlin pour protester contre le port du masque. Ça fait du monde. 300 et 300 à Paris. On a beaucoup dit qu'il y avait un sujet privation de liberté. Est-ce que les Français étaient prêts à accepter une certaine privation de liberté pour des raisons sanitaires? La réponse est oui. Les Français l'acceptent. Pour le moment, les Français l'acceptent.
Moi, ça me surprend un peu parce que j'avais l'impression qu'on était plutôt plus rebelles que les autres. Nora Madi, au niveau européen, nous sommes les bons élèves à ce sujet, dans l'entreprise. Oui, alors dans l'entreprise, globalement, oui, mais plus globalement. Plus globalement, on est plutôt des bons élèves. Sur le port du masque, on l'a vu cet été parce qu'il y a eu plein de débats sur est-ce qu'il faut le porter à la plage, etc., etc. Bon, les Italiens, mais eux ont été largement plus peut-être traumatisés que nous encore, donc le portent de manière systématique et quand vous traversez les rues de Rome, voilà, il n'y a pas une personne en fait qui ne le porte pas. Donc de fait, il faut arrêter aussi là de stigmatiser les Français en disant que ce sont des Gaulois rebelles. Très vite. Non, je trouve que parler de privation de liberté à propos du masque, non, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas une privation de liberté, faut pas exagérer. Personne n'a dit ça. Non, mais si, ça a été prononcé là tout à l'heure. Et non, on va dire ça. Il y en a dans d'autres domaines, malheureusement, qui nous menacent réellement, mais pas là-dessus. Et c'est demain, les Français, on râle, mais on fait. Et le port du masque, c'est demain dans les entreprises, vous le savez, 20h28 sur France Info. Nous marquons une pause pour la météo et le retour de l'info. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Akili. Avec Nora Abadi, journaliste présentatrice de Vox Pop sur l'Europe, sur Arte, Véronique Relsoult, la présidente de Dentsu Consulting, avec Henri Vernet, le rédacteur en chef adjoint du Parisien, aujourd'hui en France, auteur chez Jean-Claude Lattès, avec le député Éric Diard, d'une enquête intitulée Radicalisation au cœur des services publics, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Je voudrais vous soumettre cette déclaration à l'avant-veille de l'ouverture, vous le savez, du procès des attentats de Paris de janvier 2015, Gérald Darmanin au siège de la DGSI qui a annoncé plus de 8000 personnes fichées pour radicalisation à caractère terroriste en France, 32 attentats déjoués depuis 2017. Le ministre de l'Intérieur qui a promis l'intransigeance républicaine face au séparatisme. Nous ne renoncerons jamais à traquer ces ennemis, parfois des ennemis intérieurs de la République. Ceux qui attaquent par la terreur notre mode de vie, nos valeurs, la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Nous répondrons toujours par l'intransigeance républicaine au projet de séparation et de division de l'unité nationale, celle qui rassemble depuis longtemps tous les Français, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs convictions. Gilles Bornstein, cette déclaration du ministre de l'Intérieur est motivée peut-être par l'approche du procès en question? Oui, c'est sûr qu'il y a une résonance entre le procès. Enfin, quand il dit nous ne laisserons pas nos valeurs disparaître, c'est effectivement ce que voulaient les terroristes, annihiler nos valeurs, et il est logique que le ministre de l'Intérieur le dise. Moi, ce qui m'a étonné dans ce discours, c'est dans ce discours et dans la déclaration du procureur Jean-François Ricard, dans ce même plateau ce matin, qui était l'invité de France Info ce matin, qui était l'invité de France Info de Marc Fauvel ce matin, de dire la menace terroriste existe, parce que depuis quelques années, on a géré des crises intérieures, le Covid, les gilets jaunes, les retraites, et puis quand on a recommencé à parler de violence, le débat était de savoir s'il fallait parler d'ensauvagement, comme le fait Gérald Darmanin, ou pas, ou si c'était exagéré. Bref, c'est vrai que ça faisait un certain temps qu'on ne parlait plus de terrorisme, et là, Gérald Darmanin, il nous dit finalement, le terrorisme, ça existe encore, et c'est une menace. En quoi est-ce surprenant, Nora Madi ? Non, il n'y a rien de surprenant. On sait que cette menace, en fait, elle est réelle. Elle n'a pas spécifiquement baissé. On sait que les questions de déradicalisation, en fait, restent prégnantes dans les prisons, dans certains quartiers populaires, dans certaines zones, en fait, de France. Les départs, certes, sont moins nombreux. Les retours posent question. Quoi qu'il en soit, là, moi, ce qui m'interroge, c'est plutôt le calendrier de cette annonce. Et Véronique nous le disait, voilà, les études démontrent que les priorités aujourd'hui des Français, c'est plutôt la rentrée, la crise économique et sociale qui s'annonce, l'angoisse en fait sur les questions sanitaires, etc. Donc moi je me demande en termes de calendrier pourquoi ce contre-feu, enfin ce qui apparaît comme un contre-feu, vous dites contre-feu du ministre de l'Intérieur, ça m'interroge. Cette question m'interroge alors que là pour le coup on parle de la rentrée, des masques en entreprise, la rentrée à l'école. Alors ok, il y a le procès de l'attentat de Charlie Hebdo mercredi. Les attentats de Paris, hein, les trois sites. Les attentats de Paris, oui, effectivement, les attentats de Paris. Donc voilà, est-ce que du coup, dans cet espace où il y a le plan de relance qui doit aussi arriver en fin de semaine, faut-il en fait en remettre une couche? C'est le calendrier qui m'intrigue. Henri Vernet, il y a cet ouvrage que vous publiez, cette enquête avec le député Les Républicains, Éric Diard, qui est spécialiste, faut-il le rappeler, de ces questions de terrorisme, radicalisation au cœur des services publics. Qu'avez-vous découvert ?
Des choses assez étonnantes, c'est-à-dire, alors, pour être clair, ça complète, on va plus loin sur un rapport parlementaire que lui-même avait, une enquête qu'il avait menée il y a 1 an avec l'un de ses collègues Aïe Poulia de La République En Marche, qui montrait que ces questions de radicalisation touchaient, comme on le dit, au cœur de l'État, c'est-à-dire des agents, des fonctionnaires dont, a priori, vu la sensibilité de leur fonction, on pourrait penser qu'ils soient suffisamment criblés pour ne pas découvrir qu'ils sont radicalisés. Ce qui est saisissant, par exemple, c'est que entre le moment où l'enquête parlementaire avait été rendue publique, c'était en juin, il y a un peu plus d'1 an, et quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, se passait l'attentat impensable à la préfecture de Paris, où on voyait bien qu'un agent avait été radicalisé au cœur, j'allais dire au sein des seins de la police, la préfecture de police de Paris. Et ce qui nous a frappé, alors on a complété cette enquête, on a complété le rapport, on a réauditionné, si je puis dire, plusieurs vraiment professionnels qui sont très très proches de ces dossiers-là. Et ce qu'on découvre, par exemple, moi j'étais surpris de découvrir des zones grises immenses comme les sports. Un jour, je vous raconte une scène, on a de sources extrêmement fiables, des renseignements français, l'information selon laquelle des sportifs de très haut niveau sont suivis pour radicalisation, ils sont fichés S ou FSPRT, c'est-à-dire radicalisation terroriste possible. On apprend ça, on va voir donc le patron de l'olympisme français, Denis Masséglia. Évidemment, quand on lui transmet cette information, il tombe des nues en se disant, mais enfin, moi, je vais bientôt faire ma sélection olympique pour aller à Tokyo. Bon, il se trouve que ça a été reporté d'1 an. Évidemment, j'aimerais bien savoir si je vais emmener avec moi des gens possiblement radicalisés ou pas. Donc voilà, et des exemples comme ça, il y en a foison. Certains donc étaient apparus au moment du rapport il y a 1 an, d'autres on les a découverts en allant plus avant dans le livre, et donc on passe un petit peu au crible. Le milieu de l'éducation, ça existe aussi. Alors donc la police, les forces de l'ordre, les pompiers, on a été saisis par la présence de ce phénomène de radicalisation, y compris chez les pompiers. Alors cela dit, il y a aussi de la radicalisation d'extrême droite dans certains corps. Ça c'est aussi un danger qui existe. Mais bref, dans tout un tas comme ça de milieux, la santé est aussi touchée par ce phénomène. Bref, tout ça pour montrer que en 2015 et en 2016, avec Nice, la France a été très très durement frappée, et que toutes les leçons n'ont pas encore été tirées. Il reste des failles dans le dispositif. Radicalisation au cœur des services publics avec Éric Diard chez Jean-Claude Lattès, Véronique Reilsoult, pour rebondir sur ce qu'évoquait Nora Hamady, préoccupation dans l'esprit des Français aujourd'hui. Mais oui, de nouveau, c'est pas une découverte, et les uns et les autres en parlent. Enfin voilà, c'est un sujet d'inquiétude. Mais là, en cette rentrée, c'est pas la préoccupation majeure, même si les uns et les autres sont d'accord pour dire que c'est très angoissant. Maintenant, ce sujet de la radicalisation sur les réseaux sociaux, sachez que c'est un des sujets les plus compliqués, qui génère le plus de tensions, qui généralement donne lieu à des joutes pas toujours très calme, on va dire. On est souvent dans l'excès. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un des sujets les plus animés. Il est évident que le procès va relancer forcément certains débats, mais en volume, c'est pas forcément le sujet le plus important. Donc effectivement, on peut se poser la question de pourquoi maintenant, pourquoi en parler, même si personne ne remet en question l'information elle-même. Allez, 20h40 sur France Info. Le fil info avec vous, Emmanuel Langlois. C'est un seuil symbolique. Les États-Unis dépassent ce soir les 6 millions de contaminations au Covid-19, l'épidémie qui a infecté plus de 25 millions de personnes au total à travers la planète. En France, un peu plus de 3000 nouveaux cas en 24 heures d'après Santé publique France. On est loin du pic de vendredi, 7000 contaminations. On compte une trentaine de décès en 24 heures dans l'Hexagone. Emmanuel Macron qui souhaite une bonne rentrée un peu particulière aux élèves. 12 millions reprendront le chemin de leur classe demain. Dans une vidéo postée sur le réseau Instagram ce soir, le chef de l'État insiste sur le fait que le virus est toujours là, qu'il faut vous protéger, dit-il. Je compte beaucoup sur vous pour appliquer ces gestes barrières, rajoute le président. Le chef de l'État qui est arrivé au Liban ce soir, deuxième visite à Beyrouth depuis l'explosion au port le 4 août dernier. Lors de son premier passage, il avait plaidé pour des réformes urgentes, promettant de revenir pour évaluer les progrès réalisés par les autorités libanaises. Le Liban qui a ce soir un nouveau Premier ministre. Retour en France où la fréquentation des hôtels a baissé de 73%, près des 3/4 au mois de juin, par rapport à la même période de 2019. Selon une enquête de l'INSEE, c'est l'Île-de-France, sans surprise, qui accuse principalement le coup. Le nombre de nuitées a chuté de 88%. Et puis Suez qui rejette le projet d'offre d'achat présenté hier par son concurrent Veolia. Le conseil d'administration du groupe de services aux collectivités réaffirme ce soir sa volonté d'indépendance, estime que l'offre non sollicitée de Veolia est porteuse de grandes incertitudes, alors qu'un peu plus tôt sur France Info, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, avait au contraire défendu une offre tout à fait attirante.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili. Le président Emmanuel Macron qui effectivement est arrivé à l'aéroport de Beyrouth avec un léger retard sur l'agenda ce soir. Je vous propose d'écouter d'abord, pour évoquer ce sujet, cette deuxième visite présidentielle du chef de l'État français, cette déclaration du président Michel Aoun. La transformation du Liban d'un système sectaire dominant en un État laïque, moderne, un État de citoyens et de citoyenneté, signifie son salut face à l'héritage détesté du sectarisme et de ses répercussions, son salut face aux sectes qui empêchent toute démarche de réforme. Voilà donc le président du Liban, Michel Aoun. Nora Hamadi, ce pays est-il en train de changer sous nos yeux ? Oula. Un mois après, effectivement, l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. Du Liban. Après, voilà, je me ferai ici, je paraphraserai ce que j'ai pu lire en fait dans la presse libanaise, que ce soit l'Orient le Jour, voilà. Mais ça semble complexe. Ça semble complexe, voire mission impossible. C'est un champ de bataille pour des pays étrangers, que ce soit l'Iran, que ce soit on sait que c'est un pays confessionnel qui est extrêmement difficile à gouverner. Bon, il y a eu beaucoup de choses dites, y compris de la part du chef du Hezbollah, en fait, qui accepterait de négocier, enfin, du moins de discuter. Bon, les Libanais seraient tentés de vous dire qu'il y a d'abord, il y a les paroles au Liban et souvent derrière, et pas souvent derrière, il y a des actes. Donc, de fait, là, on peut en douter. On peut légitimement en douter, d'autant que la crise économique que le pays traverse. Je rappelle juste qu'il y a, par exemple, un gel des capitaux et que les Libanais aujourd'hui ne peuvent pas tirer plus de $50 en fait par mois, qui vivent dans une situation de précarité absolument terrible. La crise est folle. Donc là-dedans, il suffira pas juste en fait d'avoir Michel Aoun qui porte l'idée d'un pays laïque, et on n'y est pas, parce que pour quelqu'un qui est au pouvoir depuis 1986, s'il avait voulu changer les choses, peut-être l'aurait-il fait avant. Alors je vous rappelle que nous sommes un mois après cette explosion survenue dans le port de Beyrouth, ce stock, ces tonnes de nitrate d'ammonium qui ont ravagé une partie de la ville, une grande partie de la capitale libanaise, 188 morts, plus de 6500 blessés, près de 300 000 sans-abri, selon le dernier bilan officiel. La France veut jouer un rôle important dans la reconstruction de Beyrouth. Le chef de l'État Emmanuel Macron est actuellement à la sortie de l'aéroport de Beyrouth. Il devrait s'exprimer devant la presse. Les micros sont tendus. On écoute le président Emmanuel Macron. Il va s'exprimer. Ce soir à Beyrouth, comme je m'y étais engagé le 6 juillet dernier. Revenir d'abord pour rendre compte de l'aide internationale, de l'aide humanitaire qui a suivi l'explosion sur laquelle je m'étais engagé. Nous avons, quelques jours après, le 9 août, organisé, sous l'égide des Nations Unies et de la France, une conférence internationale qui a permis d'organiser cette aide avec un souhait qui était la transparence, le travail avec la société civile, l'implication des organisations non gouvernementales. J'aurai l'occasion demain de me rendre au port pour faire le point sur ce sujet, faire aussi le point sur l'ensemble des projets. On regardera également les éléments de coopération d'urgence en matière sanitaire en allant à l'hôpital Hariri, car je n'oublie pas qu'aujourd'hui aussi le Liban est touché par le Covid-19. Et j'aurai l'occasion aussi sur les sujets d'école, d'éducation, de reconstruction et l'ensemble des sujets nécessaires, de revenir sur le soutien au peuple libanais. C'est le même esprit de coopération et le même engagement qui a présidé aux coopérations techniques qui ont été les nôtres depuis un peu plus de 3 semaines aux côtés du gouvernement libanais à sa demande dans le cadre de l'enquête sur l'explosion du 4 août. Et puis, la deuxième raison de ma visite est évidemment les 100 ans du Grand Liban. Nous aurons demain l'occasion pas simplement de commémorer, mais d'essayer d'en tirer toutes les leçons et de nous projeter vers l'avenir. Et enfin, et peut-être surtout, l'objectif de cette visite est évidemment de faire un point d'étape sur la situation politique. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber, c'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu.
mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice, pour la réforme de l'énergie et de l'électricité, pour une meilleure gestion du port, pour une aussi meilleure gestion de la Banque centrale et du système bancaire. Autant de réformes indispensables sur lesquelles, de mon côté, je me suis engagé à ce que si elles sont prises par le plus vite possible ce gouvernement de mission, la communauté internationale, et évidemment en premier chef la France, puisse s'engager pour être en soutien du Liban et du peuple libanais. Voilà les 3 objets de cette visite, au-delà du fait que je tenais bien évidemment à tenir la promesse du 6 août dernier. Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et courage. Merci. Voilà donc les premiers mots d'Emmanuel Macron, arrivé ce soir sur le sol libanais pour cette deuxième visite du président français depuis le drame de Beyrouth. Bonsoir à vous, Julie-Marie Lecomte. Bonsoir. Journaliste au service politique de France Info. Vous êtes sur place, vous suivez cette visite présidentielle pour France Info. Julie-Marie Lecomte, promesse tenue, je dirais, de la part du président français. Il s'en est expliqué à l'instant. Écoutez, il avait promis effectivement à la foule libanaise qu'il avait rencontré le 6 août dernier au surlendemain de la double explosion, non seulement qu'il serait à leur côté, qu'il se tiendrait à leur côté, mais également qu'il reviendrait ici au Liban. Ce qu'on attendait de cette toute première déclaration du président de la République française, c'était qu'il s'exprime, qu'il donne son avis sur ce qui est en train de bouger peut-être ici en ce moment à Beyrouth, notamment évidemment la nomination d'un nouveau Premier ministre, Mustapha Hadib, dont il se dit dans les milieux diplomatiques qu'il est en quelque sorte adoubé par l'Élysée, qui aurait suggéré entre quelques autres son nom. Pourtant, ce soir publiquement, Emmanuel Macron évidemment a été beaucoup plus réservé, beaucoup plus prudent. Il est évidemment dans son rôle de chef d'État étranger ici au Liban. Il dit qu'effectivement un processus s'est engagé, mais qu'il ne lui appartient pas à lui. Oui, vous le trouvez plus prudent que lors de sa première visite. Oui, plus prudent que lors de sa première visite. Non. Alors, plus prudent, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que évidemment, on n'attend pas d'Emmanuel Macron qu'il joue les matamores à peine le pied posé sur le sol libanais. Il s'est entretenu, d'ailleurs, avec le président Aoun un peu plus longtemps que ce à quoi on s'attendait, puisque on nous avait parlé d'une rencontre rapide avec le président libanais, une dizaine de minutes sans doute. En réalité, l'avion présidentiel s'est posé ici à Beyrouth à 21h, donc il était 20h chez vous à Paris, et Emmanuel Macron vient seulement de ressortir. Bon, en tout cas, ce qu'il est sûr, il n'a pas voulu saluer explicitement la nomination de ce nouveau Premier ministre, ce qui est sûr quand même, c'est que avant même que son avion ne se pose ici sur l'aéroport de Beyrouth, eh bien une première case était cochée. Voilà, là au moins il y a un début de quelque chose. Il y a un Premier ministre qui d'ailleurs a pu alors pas surprendre, mais il a fait quelque chose d'intéressant, ce Premier ministre, à peine nommé. Il s'est rendu, lui, enfin, dans les quartiers qui ont été ravagés par les explosions du port. Il est allé à Gemaizé, comme Emmanuel Macron avant lui, alors qu'aucun autre dirigeant libanais ne l'avait fait. Et les scènes ont rappelé, il y avait un vrai parallèle entre les deux scènes, même si
effectivement, ce Premier ministre inconnu du public n'a pas échappé au colibé de la foule quand ils ont compris qui il était. Merci à vous en tous les cas, Julie, Marie Lecomte, pour ce premier récit, arrivé d'Emmanuel Macron, deuxième visite à Beyrouth, au Liban, un mois après le drame, la catastrophe survenue dans la capitale libanaise. 20h52 sur France Info. Le fil info avec vous, Emmanuel Langlois. Une enquête interne est ouverte à la SNCF après les incidents à répétition d'hier sur la ligne entre le Pays Basque et Bordeaux. Un TGV avec plus de 1000 passagers à bord, ainsi accusé plus de 20 heures de retard à son arrivée tout à l'heure en fin d'après-midi à Paris. Retour à la normale demain matin à 5h sur la ligne, promet la Société des chemins de fer. Le port du masque obligatoire à compter de demain pour les plus de 11 ans sur tout le territoire de Lyon et de Villeurbanne, où la mesure n'était jusqu'ici que partielle. Annonce ce soir du préfet du Rhône. Emmanuel Macron est arrivé ce soir au Liban. Première prise de parole à sa descente d'avion. C'est sa deuxième visite à Beyrouth depuis l'explosion meurtrière du port. C'était le 4 août dernier. Le chef de l'État qui avait plaidé pour des réformes urgentes et promis de revenir pour évaluer les progrès réalisés par les autorités libanaises. 2 joueurs du Paris Saint-Germain suspectés d'être infectés au Covid-19 sont les Argentins Ángel Di María et Leandro Paredes. Ils étaient en vacances à Ibiza, en Espagne, ensemble, en famille et dans la même maison. Ils sont rentrés à Paris où ils ont effectué un test et attendent le résultat, annonce le club ce soir. Et puis un sprint massif et une première victoire pour Caleb Ewan, l'Australien. S'adjuge la 3e étape du Tour de France. C'était à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Le Français Julien Alaphilippe conserve son maillot jaune de leader. Enfin, ce premier vol commercial historique, direct entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Il s'est posé tout à l'heure à Abu Dhabi en provenance de l'aéroport de Tel Aviv, quelques semaines après l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays. Autre première pour cette occasion, l'Arabie Saoudite avait autorisé l'avion à survoler son territoire. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili. Henri Vernet, le Liban, pays ami, pays meurtri. Vous avez entendu, comme nous tous, le chef de l'État, ses premiers mots, sa première déclaration pour cette deuxième visite présidentielle. Soutien au peuple libanais, a dit Emmanuel Macron, qui avait prôné lors du premier voyage à une, je le cite, refondation politique et de profonds changements au Liban. En a-t-il le pouvoir, lui, président français? Non, il n'en a pas le pouvoir. Et d'ailleurs, il a pris la précaution de dire qu'il venait surtout pas adouber ce Premier ministre. Alors, votre correspondant disait que justement, c'est ressenti comme tel, à la fois visiblement à Beyrouth et dans les chancelleries voisines. Et ça, c'est embêtant, parce que cet homme, soyons clairs, c'est un homme du système. Il a beau être nouveau Premier ministre, il est du système. Et donc, il risque, elle évoquait d'ailleurs les colibés qui l'ont déjà accueilli dans sa première sortie à Beyrouth, il risque d'être caramélisé d'ici quelques mois, comme ses prédécesseurs. Le jeu que doit jouer Macron, alors bien sûr qu'on l'accusera d'ingérence, et bien sûr qu'il y a sans doute une part d'ingérence. Mais le système libanais, et les Libanais eux-mêmes le demandent, je veux dire que on entend quand même la rue à Beyrouth, à Saïda, on l'entend, c'est quand même assez partagé au Liban. Elle demande ce changement, elle demande d'en finir avec ce système confessionnel et clanique. C'est clairement pas Michel Aoun, en dépit de son discours là sur la laïcité soudaine, qui va changer ça. Comme le disait Nora Madi tout à l'heure, il est dans le jeu depuis 88 et surtout à l'époque c'était un seigneur de la guerre, comme le sont Walid Jumblat et Nabi Berri, qui sont toujours là, qui sont des caciques, et sans parler de Nasrallah, le patron du Hezbollah. Je veux dire que on ne peut pas faire sans eux. Alors, à la fois on ne peut pas faire sans eux, mais surtout, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Le seul atout que peut avoir un Macron, je dis un Macron, parce que c'est quand même pas mal qu'il y ait une action extérieure. Là, en l'occurrence, c'est Macron, parce que la France a cette responsabilité, a cette histoire un petit peu particulière avec le Liban, même si j'ai l'impression qu'elle a été beaucoup portée au nu et un peu exagérée ces derniers temps. Mais disons qu'il faut un acteur extérieur pour bousculer ça, et surtout, il faut jouer cette population, le peuple libanais, dont on sent qu'il n'en peut plus et qui a besoin en effet d'une petite pichenette extérieure, juste un petit truc sur l'ingérence. Là, quand on l'entend décliner le réforme, on se dit, mais attends, on commence par le faire en France ou dans ton pays. Je veux dire, ce sont pas des choses qu'on va dire comme ça à l'étranger. Sauf que, attention, c'est exactement ce que dit le FMI quand il va, par exemple, faire la Troïka en Grèce, etc. Donc, il faut aussi garder les indignations assez relatives. Oui, mais alors pour le coup, là, Henri, la spécificité, c'est que le FMI est le FMI et que la Troïka, il y avait la Commission européenne, il y avait le FMI, il y avait la BCE, etc. Leur légitimité n'est pas forcément bien sûr. Mais là, en fait, je pense que la difficulté, c'est que Emmanuel Macron
Macron seul, de toute façon, n'y arrivera pas. Et que cette posture, en fait, d'Emmanuel Macron, même s'il a convoqué, en fait, une conférence sous l'égide de l'ONU, mais bon, on sait bien qu'en fait, comment ça s'est passé, c'est que c'est plutôt la France qui a organisé, qui a été chercher la labellisation de l'ONU, ne suffira pas. Surtout, et vous les avez cités, face aux caciques, en fait, libanais. Et c'est là la difficulté. Il va falloir peut-être que Macron fasse de l'anti-Macron et qu'il réussisse, en fait, à jouer collectif pour faire en sorte, en fait, de faire bouger les lignes. Et la problématique, là, c'est qu'il fait souvent cavalier seul, et on l'a vu précédemment sur plusieurs autres sujets. Il faut se souvenir aussi des tentatives, en fait, sur la Libye, et c'est un peu le risque. Gilles Bernstein, à la veille des 100 ans du Grand Liban, que le président français tende la main au peuple libanais, c'est quand même quelque chose dans la logique de l'histoire ? Moi, je trouve ça pas mal aussi, franchement, comme ça, quand on le voit, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est un risque politique quand même important, là, je parle de politique française, parce que beaucoup l'accuseront d'ingérence, et c'est vrai, clairement, quand on l'a entendu là, il y a une part d'exigence et d'ingérence, comme il a dit, il y a de l'exigence, mais il y a aussi beaucoup d'ingérence, et d'autres dans la population, dans l'opinion publique, diront, mais qu'est-ce qu'il va au Liban? Comme l'a dit Henri tout à l'heure, beaucoup diront, mais pourquoi ce qu'il propose aux Libanais? Pourquoi il le fait pas chez nous? Et nous, on l'a élu pour qu'il résolve nos problèmes. Et en ce moment, des problèmes, c'est sûr qu'il y en a. Et comme chacun sait, quand il a essayé de faire des réformes, il s'est fait recevoir quand même. La politique étrangère, pour un président de la République, on peut prendre des coups. Et quoi qu'on fasse, ça ne rapporte pas une voix. Donc c'est assez courageux ce que fait Emmanuel Macron, mais c'est assez risqué sur le plan politique intérieur. C'est quand même un peu moins mal joué qu'en Libye. Autant la France en Libye, c'est désastreux. Voilà, vous ouvrez un grand débat. Henri Garnier, la une du Parisien aujourd'hui en France demain. La rentrée. Avec les paroles des enfants, vues par les enfants, et j'espère qu'on s'adresse à eux plus simplement que le président. Allez, merci à tous les quatre. Véronique Reilsoult, Nora Hamadi, Henri Vernet, Gilles Bernstein, pour cette participation à ce retour des informés de France Info. Rendez-vous, vous le savez, de 9h à 9h30, tous les jours, tous les matins, avec Renaud Dely et la rédaction de France Info pour les informés du matin. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h avec bonheur. Bonsoir.